Madame Paz, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Étienne-au-Mont, dans le Boulonnais, où vous êtes également élue à la communauté d'agglomération, et vous êtes conseillère départementale du Pas-de-Calais. Il y a un an, à l'automne 2023, il y a plus d'un an, votre commune a été l'une des celles les plus touchées dans le Pas-de-Calais après les inondations. Comment avez-vous vécu cela? Comment avez-vous pu réagir en tant qu'élu? Alors, on a vécu un épisode qu'on connaissait, puisque les débordements de la Liane sont des débordements relativement récurrents sur notre territoire. Sauf que là, on a été confronté à un événement exceptionnel, puisque on a battu en 3 semaines 4 fois les records de débordements. Et donc, on a pu se rendre compte qu'on était sur un épisode de crue centennale. Et donc, on a dû gérer de manière différente par rapport à d'habitude, puisque c'est la répétition qui a fait que on a dû accueillir des gens de manière plus prolongée on a dû reloger des personnes et on a dû essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Donc, ça a été un mois relativement difficile. Et ça a été 400 maisons qui ont été impactées sur la commune. Donc, une partie n'avait jamais été inondée de connaissances de personnes qui étaient même nées sur le territoire. Aujourd'hui, plus d'un an après, on en est où? Alors, plus d'un an après, on en est à la reconstruction des quartiers. Il y a encore des logements qui sont inhabités, des logements qui ont été rachetés par les fonds Barnier. 3 logements à ce jour ont été rachetés par les fonds Barnier. Une entreprise qui a dû être délocalisée, donc qui a été délocalisée, qui est revenue sur sa maison mère qui est à Reims. Donc c'est 14-15 emplois qui ont été impactés directement. Et il y a aujourd'hui encore des gens qui n'ont pas pu réintégrer leur logement suite à des problèmes soit d'expertise, soit d'assurance, soit aussi de trouver des artisans disponibles pour pouvoir réhabiliter leur maison. Alors justement, les assurances, parlons-en, comment se sont-elles comportées et il a fallu attendre très longtemps pour être indemnisées. Est-ce que les indemnisations sont-elles à la hauteur? Il y a tous les cas de figure. Ouais. Il y a tous les cas de figure, puisque les assurances, j'ai appris d'ailleurs à connaître des assurances dont j'avais jamais entendu parler. Oui. C'est des dizaines et des dizaines d'organismes d'assurance qui existent finalement. Et on a dû faire aussi appel à France Assureur pour essayer de coordonner tout ça. Et avec l'aide de la sous-préfecture et de la préfecture, on a essayé d'accompagner les habitants pour que les assurances jouent leur rôle dans les meilleures conditions. Il y a des personnes qui ont été indemnisées pratiquement dans les 8 jours qui suivaient et d'autres qui, 6 mois après, 1 an après, étaient encore en conflit avec leurs assurances parce que l'assurance contestait des expertises, il y a eu des contre-expertises, etc. Ce qui fait que ça a mis quelques familles dans la difficulté. Et aujourd'hui, elles sont encore dans une situation où toutes les indemnisations ne sont pas forcément arrivées. Et ça a été la même chose pour les collectivités, et notre collectivité en particulier, où il nous a fallu attendre pratiquement 1 an pour toucher l'indemnisation concernant les dégradations de nos équipements publics. Effectivement, il y a des spécialistes qui alertent depuis pas mal d'années maintenant sur les risques majeurs du réchauffement climatique. Jusqu'à présent, on y croyait sans y croire, puis on se disait, bon, peut-être qu'ils exagèrent, mais on est là maintenant au pied du mur, je pense. Tout le monde constate que passe pas un mois sans qu'on ait une catastrophe au niveau national ou au niveau international, puisque quand c'est pas en France, c'est en Espagne, quand c'est pas en Espagne, ben c'est à Mayotte, quand c'est pas à Mayotte, c'est à La Réunion, quand c'est pas à La Réunion, là c'est en Argentine, et sur des phénomènes qui sont à chaque fois exceptionnels. Donc demain, je pense que là, il faut largement prendre au sérieux les alertes de nos spécialistes et nous s'organiser sur nos territoires pour essayer de minimiser les impacts qu'il pourrait y avoir sur de futures catastrophes. Parce que nous, sur un territoire, on est en bord de mer, on l'a vu, mais on a aussi des tempêtes qui pourraient demain aussi être beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, le territoire est adapté à des tempêtes aux alentours de 120, 130 km/h. Si demain, on avait des tempêtes à 150, 160, 180, pourquoi pas? Moi, j'en sais rien, je suis pas spécialiste. Là, peut-être qu'on aurait encore des manifestations encore plus dramatiques, puisque
il faut pas oublier que ce qui avait précédé les débordements, c'était une tempête majeure aussi. Puisque dans le premier jour où on a eu les débordements, qui était le 2 novembre, je crois, de mémoire, la journée du 2 novembre, ça avait des tempêtes à 150 km/h sur le Boulonnais. Et dans la nuit, on a eu le premier débordement historique. Donc vous voyez, tout ça s'est cumulé, et ces cumuls font que on a des catastrophes encore plus importantes. Alors aujourd'hui, on essaye de donner les moyens, mais tout a un coût tellement exorbitant. Donc les études qui ont été faites sur Boulogne, il faut envisager 30 millions d'euros de travaux. Sur quelle période? Ben, c'est un projet sur 2, 3, 4 ans. Ouais. Parce que tout peut pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, mais oui. Voilà. Quand on dit faire des bassins de rétention, oui, mais ça veut dire prendre des terrains privés, un agriculteur. Comment on l'indemnise? Comment il se sent pas floué? Et s'il le fait pas, comment le contraindre? Parce que c'est l'intérêt général. Aujourd'hui, il y a le conflit entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, que tout le monde ne comprend pas forcément. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire pour convaincre. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de communication. Oui. Communiquer, de la pédagogie, de la communication. Et chaque fois qu'on arrive à convaincre une personne, eh bien, on espère qu'elle arrivera derrière à convaincre. C'est comme aujourd'hui pour le traitement des déchets. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est pris, les gens, c'est pas leur priorité. Pourtant, on sent bien que c'est quand même des choses qui font avancer aussi la façon de consommer, donc la façon de créer des déchets, que les industriels petit à petit revoient leur façon de faire aussi et que on avance. Mais ça, c'est tout le monde. Pas brutal, parce qu'il faut pas bloquer les gens, mais il faut leur montrer que ça va dans le sens de l'histoire, qu'il faut avancer tranquillement, c'est préparer l'avenir de leurs enfants, qu'il y a peut-être des choses qui leur paraissent lointaines, mais que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils le prendront de plein fouet. Un enfant qui naît aujourd'hui, ben dans 30 ans, il aura 30 ans, il sera en plein développement de sa vie, et là, il aura les premières incidences de tout ce qu'on nous annonce. Et en 2100, ils seront encore vivants, théoriquement. Nous, on ne sera plus là. Et on a du mal à se projeter dans le temps. C'est bien pour cela que le colloque que nous préparons s'adresse aussi et d'abord aux jeunes. Oui, mais les jeunes, je pense que quand on fait des débats avec les jeunes, quand on va les voir, qu'on les rencontre, même dans le cadre des déchets, tout ça, eux, ils sont partants. Mais c'est après, et des fois, ils sont les moteurs pour que la famille évolue. Merci beaucoup.